Alors, je vous propose qu'on redémarre cette troisième plénière avec forcément un panel hallucinant, voilà, comme d'habitude. Pour les deux. Non, 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 pour tout le monde, tout le monde. Donc, on va faire dans le désordre, comme on a très très bien préparé tous ensemble cette table ronde. Ça a été très cadré, hein, comme toutes les tables rondes de ce matin. Je vais commencer par toi, Benoît. Comme ça, c'est bien fait. Voilà, comme ça, tu t'y attendais pas. Qu'est-ce que fait un consultant sur une table ronde sur les coalitions, hein? C'est quoi ce truc-là? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est une erreur de casting? C'est un horrible producteur de coalition. Voilà, donc en 2 mots, j'ai créé ce que je ne savais pas que ça s'appelait une coalition. Il y a une douzaine d'années, d'acteurs capitalistes concurrents pour travailler ensemble sur des questions d'intérêt général. Super facile hein, comme équation. Voilà. Et c'est un cabinet de conseil qui est une coopérative pour les plus intéressés sur le sujet. C'est une SIC, c'était coopérative d'intérêt collectif, qui est née aussi d'une idée, il faut toujours rendre à César et à Charles Benoît ce qui est à Charles Benoît, d'une idée, en tout cas d'une intuition qu'il y avait quelque chose à faire sur ce sujet-là. Et merci à toi, Charles Benoît, de nous avoir aiguillonné là-dessus. Voilà. Et depuis, on a travaillé sur plein de coalitions. C'est entre autres comme ça que j'ai rencontré Fred, sur une coalition autour d'un sujet pas important, les femmes et la tech. C'est ça. Et Sandrine est dans la salle, donc elle peut en témoigner. Voilà. Et puis j'ai aussi rencontré Isabelle sur un sujet pas plus important, l'orientation des jeunes. Voilà. Pareil. Et puis j'ai rencontré un médecin qui voulait s'occuper de sport et handicap. Enfin, que des trucs pas importants, mais que des trucs faciles. Voilà. D'accord. Et au-delà des coalitions, je crois que ça a pu. Parce que la prochaine plénière est aussi sur les consolidations, les rapprochements, les fusions. Ça, c'est des choses que tu as pu voir passer aussi dans ton radar ou... Oui, c'est aussi des choses qu'on a vu passer, mais en fait, un rapprochement, une consolidation, une fusion, c'est une autre forme de coalition. C'est la forme absolue? Comment? C'est la forme absolue? Est-ce qu'il y a une injonction à aller jusqu'au bout comme ça ou pas? Non? Non, je ne crois pas. Honnêtement, je crois pas du tout. Et puis, on a expérimenté nous-mêmes la coalition, parce qu'on a créé l'année dernière, il y a 2 ans, avec un certain nombre de gens qui sont ici, une communauté pour réfléchir sur la coopération. Bon, c'était un peu égotique, un peu auto-centré. Voilà. Et donc, avec certains, on a fait un recueil d'expériences. C'est juste des expériences vécues données à tout le monde. Et voilà, dans cette communauté, il y avait quelques personnes ici présentes. Je ne vais pas tous les citer, mais merci à eux. Et c'est sur le centre ressources. Oui, tout à fait. C'est dans le centre de ressources. Ça s'appelle Expérience vécue de coopération. Et je vous incite à prendre connaissance de ce travail. Tout à fait. Isabelle? Bonjour à toutes, bonjour à tous. Et la Fondation BNP Paribas sur les coalitions, les fusions, qu'est-ce que tu avais envie de dire? Je vous redonnerai plusieurs fois la parole. Hein. J'ai envie de dire on y croit. Et pour faire simple, 2 messages principaux. Je cherche à mettre mon expérience passée, mon expérience du public, du privé, d'être dans des univers différents, au service de l'impact et des coalitions. Je pense que nous ne pratiquons pas assez la mixité. Je ne sais pas si ici il y a beaucoup de diversité et de mixité, mais je pense que c'est un mal français. Donc j'essaye de faire en sorte que les gens se rencontrent quand ils sont différents, que les gens travaillent ensemble. Donc c'est ça l'idée des coalitions. Et mon deuxième message, c'est l'impact. Je voudrais juste qu'on puisse sortir d'ici en se disant oui, on va vraiment améliorer la vie des gens, on va vraiment faire quelque chose de très concret pour régler les très très nombreux problèmes qui existent déjà et qui sont également de plus en plus diversifiés, de plus en plus complexes, puisque le monde est devenu de plus en plus complexe. Voilà. Donc, s'il faut rentrer dans le détail, je vais le faire. Un exemple de coalition, mais il y en a beaucoup d'autres. On a une très belle coalition sur les réfugiés. On travaille avec 11 pays, 30 associations. J'ose espérer qu'effectivement, il y a chaque jour la vie de certains réfugiés qui est vraiment transformée grâce à ces associations. Deuxième exemple très concret. Juste pour les 11, c'est quoi? C'est 11 fondations, 11 associations? C'est mixte aussi? 11 pays, 30 associations. Ce sont des associations, des ONG dans les 11 pays. Voilà. Et bien sûr, nous sommes en partenariat avec des gens comme Singa et HCR.
Autre coalition, très concret, l'ascenseur. Ils sont partis à 20 associations. Ils sont aujourd'hui un collectif de 100 associations pour la formation de la jeunesse. Voilà 2 exemples de coalitions. Il y en a beaucoup d'autres, mais en tout cas, je suis persuadée qu'on ne peut pas partir seul au combat quand on est une fondation. Et ce qu'on essaye de faire avec d'autres fondations et d'autres acteurs, il n'y a pas que des fondations qui peuvent agir. Je suis ravie de voir qu'il y a une réalisatrice, Flore Vasseur. Ouais, je crois qu'il faut vraiment mélanger, j'insiste là-dessus, les mondes. Il faut qu'il y ait du privé, du public, il faut qu'il y ait des acteurs d'engagement, qu'ils soient artistes, boulangers, profs, voilà, patrons d'associations, spécialistes de l'informatique. Je pense qu'il faut se mélanger et faire ensemble. Voilà, c'est ça, faire de la politique. Je pense que tout le monde fait de la politique et de l'intérêt général. Tout le monde peut le faire et il y a urgence surtout. Voilà. Super, de toute façon, on va y revenir, on va creuser. Je veux bien, Charles Benoît, que tu prennes le micro. Donc, toi, c'est pareil, on ne sait pas beaucoup pourquoi tu es sur cette table ronde, mais est-ce que tu peux Moi non plus, je sais pas. rafraîchir la mémoire des gens qui ne connaîtraient pas, qui ne connaîtraient pas le rameau? Est-ce que vous avez pu faire En fait, un laboratoire de recherche empirique sur la co-construction du bien commun, c'est mainstream. Vous ne trouvez pas? Donc, il fallait saisir l'occasion. En 2006, ça l'était un peu moins. Et je vais vous raconter la première anecdote, parce qu'il se trouve que j'étais à l'époque, quand j'ai créé le Rameau, donc, qui est une association d'intérêt général, qui fait de la recherche empirique, c'est-à-dire vraiment par la pratique des acteurs de terrain. Qu'est-ce que les organisations font qu'elles ne voient pas? On n'est pas dans le métaverse organisationnel, on n'est pas dans les processus de décision, les processus de production, les processus d'information. On est dans la réalité, quelles actions je fais et que je ne peux, même quand je suis à la gouvernance, ne pas voir. Et à l'époque, j'étais donc chez moi tout seul, en ayant créé ce laboratoire de co-construction. Et tout d'un coup, le téléphone sonne, je prends, et là, Jean d'Ormesson à l'appareil. Maître, je me souviens très bien, j'étais dans mon escalier, je m'arrête. Maître, alors, il me dit, écoutez, cher ami, comme d'habitude, vous faites des trucs assez... Bon, alors, je vais vous dire, faire de la recherche sur les organisations, comment elles travaillent ensemble et tout ça, ça, je comprends. Et puis, alors, partir de la pratique de terrain plutôt que de la théorie, ça, je comprends très, très bien. Il faut quand même que Henri Bergson gagne un jour contre Auguste Comte. Ça, c'est très bien. Bien commun, bien commun. Je vous rappelle, en 2006, Helena Armstrong n'a pas encore eu le prix Nobel. Bien commun, bien commun. Ah oui, alors, il y a à la fois les enclosures en Angleterre, à la fois saint Thomas d'Aquin. Vous pouvez réconcilier les liens là, transcendance et immanence, le matériel et le spirituel, là, très, très, très bien. Alors là, franchement, bravo. Mais, pardon, il faut que je parle moins fort. C'est en ligne. Généralement, on me dit moins longtemps, je vais parler moins fort. Ça va venir. Ça va venir. Mais alors, il me dit, mais alors, cher ami, non mais soyons sérieux, co-construction. Écoutez, l'immortel que je suis, jamais de ma vie, ce mot n'entrera dans le vocabulaire français. Vous ne pouvez pas savoir combien, 20 ans après, je pense à lui. Il a été très inspirant parce que lorsque j'ai créé ma première association en faveur de l'enfance défavorisée en France, dans les années 91, il m'avait déjà envoyé un petit mot. Il m'avait écrit juste ça. Mieux vaut allumer une petite lanterne que maudire l'obscurité. Donc nous faisons ça. Et comme maintenant un laboratoire de recherche empirique sur la co-construction du bien commun, c'est mainstream, même s'il meurt demain, nous serons fiers de ce que nous avons fait. Tu crois qu'on va te laisser là? Bon, on te redonnera le micro, mais... Alors, le couple, on fait comment? On gère comment le couple? Non, on a la chance d'avoir un financeur de coalition, une coalition et bien d'autres choses. Donc, dans le désordre, c'est vous qui vous gérez toutes les deux. Oui, bonjour à toutes et tous. Merci pour cette invitation. Avec je suis Julie Villoin. Effectivement, je suis là aujourd'hui à la demande d'Isabelle et pour d'autres raisons. Je pense que c'est hyper intéressant. Je suis là depuis ce matin. C'est très nourrissant, tous ces échanges. C'est des sujets qui nous tiennent à cœur. Je vais vous dire un mot sur ma structure avant de parler effectivement de notre partenariat avec Isabelle. Moi, je travaille pour Evolem Citoyen, donc je travaille pour une famille. C'est un lien supplémentaire avec la journée d'aujourd'hui. Evolem Citoyen, c'est un fonds de dotation qui nous permet de soutenir des initiatives pour l'insertion sociale et professionnelle de jeunes vulnérables. On est basé à Lyon. Et Evolem Citoyen, donc c'est un fonds qui a été créé par Bruno Rousset, un entrepreneur qui a créé le groupe April, qui a un family office qui s'appelle Evolem. On est à peu près 25 salariés. Le gros des équipes fait de l'investissement, donc on
on finance, on est actionnaire de PME et on soutient aussi des startups. Et l'engagement de cette famille passe aussi donc un engagement philanthropique fort qui passe par 2 fonds de dotation. Donc le fonds que je représente aujourd'hui, Volem Citoyen, et un autre fonds. Donc un fonds de dotation engagé sur l'environnement qui a été mentionné par Lorraine ce matin, Domoro. Et voilà, donc on a, au niveau des Volem Citoyens, on a différents champs d'intervention comme l'orientation des jeunes, l'accès à l'emploi, les questions aussi autour des freins, pourquoi des jeunes sont mis en difficulté et à quel moment dans leur parcours. On a parlé de santé mentale, on peut aussi parler de mobilité, on peut parler de précarité financière. Enfin, il y a beaucoup de choses qui viennent freiner les parcours de certains jeunes qui cumulent les difficultés. Et puis, on travaille récemment sur la grande précarité également. Voilà, on est un mécène un peu particulier et on s'intéresse beaucoup à toutes ces dynamiques collectives, coalitions. On est à Lyon, donc on intervient beaucoup sur notre territoire. On teste des choses. On a une culture entrepreneuriale, du coup, naturellement, chez Volem Citoyen, qui fait que on teste, on aime beaucoup les démarches apprenantes. Et le fait de soutenir le collectif Orientation, je vous en parlerai, mais pour nous, effectivement, de s'intéresser à ces démarches d'intelligence collective. On ne fait pas seul. Et voilà, je vous en dirai, j'imagine, un peu plus. Soit maintenant, soit tu passes la parole à Isabelle, Oui. Comme vous voulez. Hein, Bon, c'est vous qui vous gérez. Isabelle. OK. Bonjour à tous, merci. Avec plaisir. Donc, je suis Isabelle Andrieux, je suis la fondatrice et déléguée générale de l'association Crée ton avenir, donc qui œuvre sur l'orientation des collégiens et des lycéens, bien sûr. Il n'y en a plus qu'un lycéen. Voilà. Il n'y en a plus qu'un lycéen. Mais la pinou. Et j'ai la chance, depuis sa création, de présider le collectif Orientation. Alors peut-être pour expliquer ce que c'est que le collectif Orientation, il y a effectivement 3-4 ans maintenant, on s'est réunis à 8 autour de la table, des entreprises, des associations et des fondations, en se disant, on avait plusieurs études sur la table sur l'orientation qui montraient, comme chaque année, que les jeunes avaient des difficultés à choisir, que l'orientation, c'était pas au top, qu'ils se sentaient mal accompagnés, etc. Et on s'est dit finalement, nous tous, on œuvre chacun dans notre couloir de nage. On essaye de faire plein de choses, on y met du temps, de l'argent, etc. Et puis, finalement, on a la note finale, et elle n'est pas bonne. Alors, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on est tous mauvais? On disait un pas de côté d'humilité. Hein. Est-ce qu'on est tous mauvais? Possible. Est-ce qu'on sera moins mauvais à plusieurs? On s'est dit que certainement. Voilà, peut-être que le mauvais ne s'ajoutant pas, on allait être... Voilà. Donc, ces 8 structures... donc qui sont, je vais quand même les nommer, hein, Métier 360, la Fondation C'est Génial, Vers le Haut, les entreprises pour la cité, Rencontre entreprises enseignants, la Fédération des écoles de production et Révèle. On s'est dit, bon, maintenant qu'on s'est dit ça, qu'est-ce qu'on fait? Et puis, bon an, mal an, là aussi, on y reviendra peut-être, on a commencé à se structurer, à essayer de partager des valeurs communes, à essayer d'agir ensemble, parce qu'on était des opérateurs et qu'on sait faire que ça. Et puis on a été rejoints par, maintenant on est 19. Et puis, j'ai tendance à dire, on s'est mariés, parce qu'on a créé une association. Puis, on a eu notre premier enfant, Sébastien, notre DG. Puis, sa petite sœur, notre responsable pédagogique. Maintenant, on est une famille. Et puis, on est une vraie famille aussi, parce qu'on a des financeurs qui, dès le début, alors qu'on en était vraiment à la création de la famille, nous ont fait confiance, nous ont dit, bon, si vous avez envie de le faire ensemble, on va se mettre avec vous. Voilà. Alors, malgré le fait que on n'avait pas forcément, on ne savait pas encore ce qu'on allait faire. On savait qu'on voulait le faire. Mais qu'est-ce qu'on allait faire précisément quand on allait mesurer l'impact, alors là, encore moins. Et je voudrais remercier Julie parce que ils nous ont fait confiance dès le début. Et ils ont intégré la famille. Et ça, je pense que c'était une façon aussi de se dire, on est des structures différentes, des entreprises, des fondations, des associations. Mais également, voilà, avec nos financeurs, on fait corps et on fait ensemble. Tu vas rebondir, Julie, tout de suite? Oui.
Ouais, pendant qu'on... Puisqu'on y est, effectivement, pour compléter ce que dit Isabelle. Et puis aussi, je vais rebondir sur beaucoup de choses qui ont été dites ce matin. C'est vrai que je me retrouve dans pas mal de choses, mais en tant que mécène, moi je vais parler de ma posture de mécène, c'est vrai que c'est un peu un pari quand on soutient une structure. Nous, on soutient des structures en amorçage aussi. Donc là, c'est à la fois une structure en amorçage et un collectif. Voilà, donc on a parlé de comment embarquer la gouvernance ce matin, ça a été dit, c'est vrai que c'était voilà, il y a une culture, c'est une culture de se dire, OK, on fait un pari, il y a besoin effectivement que ce collectif se crée pour travailler sur ces sujets. Ça répond à un vrai besoin, c'est ce qui nous guide, nous, le besoin. Et plutôt que l'impact, enfin en tout cas, voilà, on est très proche de ça. Et donc, OK, on y va. Voilà. Et moi, j'ai dit au conseil d'administration, j'ai dit, écoutez, on y va, je ne sais pas où on va atterrir, mais on y va. Donc, voilà, c'est comme quand on soutient une start-up, on ne sait pas où on va, mais on y va, parce qu'on croit effectivement... on croit aux besoins et en tout cas à ce qui est proposé pour apporter des solutions. Et voilà, puis il y a plein de choses qui nous ont plu dans ce collectif. Vous parliez de mixité tout à l'heure. C'est vrai que c'est un collectif qui rassemble des associations, des entreprises, de think tanks. Enfin, voilà, là aussi, c'est un ingrédient qui me paraît effectivement important. Moi, je connaissais 2 structures là, dans le collectif, les 8 de départ, avec qui j'avais échangé, et on sentait vraiment une envie de faire ensemble pour dépasser. Vous avez parlé d'ego et d'intérêt personnel, et on sentait ça, en fait, cette envie d'aller au-delà de ça, parce que ça demande un investissement énorme pour des structures qui, au départ, ne sont pas financées pour faire tout ce travail en plus du reste. Donc, on sentait bien ça, et effectivement, on y a cru. Voilà. Et donc, on a un soutien. Nous, on travaille sur du temps long. On est adepte des petits pas et des pas de côté. Et donc, on soutient les structures sur 3 ans minimum. Et voilà, donc on a une convention triennale avec le collectif orientation. C'est structurant, je pense, cet accompagnement sur temps long. Génial. Benoît, ce matin, on a fait un petit quiz là qui était foiré d'ailleurs. J'avais mal préparé mon truc, mais dans une des questions, il y avait la coopération est-ce naturelle, et le peu de gens qui ont répondu, c'était non. Donc, ça te parle, ça? J'en faisais partie. Ouais. J'ai voté plein de fois d'ailleurs. Ouais, c'est ça. T'as bourré les urnes, c'est toi? J'ai bourré les urnes, oui. Il y a une chose que je vous ai pas dit tout à l'heure, c'est que notre coalition, elle s'appelle CO. Donc nous, on s'est dit, on va préempter, on a déposé les 2 premières lettres, comme ça, personne d'autre peut les prendre. Bon esprit, bon esprit. Bon esprit. Sur cette question, elle rejoint quelques croyances ou espoirs que je crois qu'il faut qu'on dépasse si on veut être efficace dans les coalitions. Moi, je trouve que l'efficacité, c'est pas un gros mot et que ça peut nous être utile. Voilà. Et effectivement, cette première croyance, c'est que la coopération, c'est naturel. En fait, il y a quelques exemples de coopération naturelle, ça s'appelle la symbiose, les champignons avec les racines des arbres, par exemple. Mais au-delà de ces symbioses, la coopération, elle n'est pas naturelle. Et donc, il faut l'organiser. Plus exactement, il faut créer les conditions pour qu'elle puisse se développer. Et peut-être que si j'en ai l'occasion, je reviendrai là-dessus. Une fois qu'on a créé ces conditions, en fait, il faut les entretenir. Vas-y. Parce qu'il y a de l'entropie. Déroule. Donc, la coopération, ce n'est pas naturel. Le premier point, c'est de créer un point de ralliement. La coopération, elle se fait autour d'un point de ralliement. Peut-être qu'avec Isabelle, on peut coopérer sur une chose et peut-être pas du tout sur une autre. Voilà. Et c'est la question du projet commun. Et un projet commun, ce n'est pas juste une intention. Je pense que ça nécessite d'être beaucoup plus creusé. Il y a un côté teigneux, besogneux là-dedans, moins glamour, qui est de se dire c'est quoi l'objectif, c'est quoi ce qu'on veut faire concrètement, que tout le monde le comprenne. Et la coopération, elle naîtra si cet objectif il est inaccessible à chacun des participants. S'il est accessible à l'un des participants, en fait, il n'y a pas lieu de coopérer. Et moi, je ne pense pas qu'il faille coopérer sur tout. On l'a beaucoup dit ce matin, j'y reviendrai aussi, la coopération, ça a un coût. Et du coup, il faut utiliser ce coût à bon escient. Ça demande de l'énergie. Et il ne faut pas mettre de l'énergie sur toutes les coopérations. Il y a des coopérations qui n'ont pas de sens. La deuxième chose, c'est que cet objectif, il ne peut être que co-construit. En fait, il ne peut pas se décréter. Alors, il peut partir d'une idée, d'une intention, d'une énergie d'un leader, ça oui.
mais ensuite, on va co-construire. Et je pense que cette co-construction, elle doit se faire en sincérité et elle doit se faire petit à petit. Je ne crois pas à la coalition dans laquelle on va agréger 20 structures, 20 acteurs d'un coup. En fait, je crois à la coquille d'escargot. Alors, d'abord, ça prend du temps, donc on va aller à un rythme d'escargot. Et puis, on va agréger petit à petit des gens pour créer un noyau et pour créer ce que j'appelle une stratégie des alliés. Et tout à l'heure, Fleur Vasseur disait qu'il ne faut pas lutter contre. Je pense qu'on passe tous 80% de notre temps à lutter contre. En fait, il faut agir pour. Voilà. Et moi, je vous invite à regarder vos agendas et de regarder dans la journée combien de temps vous passez à essayer de convaincre quelqu'un qui est contre ou combien de temps vous passez à essayer d'aider quelqu'un qui est pour. C'est un petit jeu intéressant. Et voilà, donc trouvez les quelques-uns avec qui vous allez commencer. Vous allez co-construire et puis ensuite, il faut jalonner. En fait, on a tous besoin, à l'intérieur d'un projet qui est plus grand que nous, d'avoir des jalons, d'être capable de réaliser, d'être capable de se retourner, se dire « Ah oui, on a fait ça dans une rando ». Je ne sais pas s'il y a des randonneurs ici. Vous ne pouvez pas juste vous dire « Ça va durer 8 heures et on va faire 2000 mètres de dénivelé », qui est à peu près le ratio. Surtout les enfants, ils n'aiment pas ce genre de brief. Non. Voilà. Par contre, si au bout de 3 quarts d'heure, il y a une belle chapelle ou une belle vue, ça devient différent. Voilà. Et donc, la question des petits pas, je pense, dans une coalition, elle est encore plus importante que tout seul, voilà, pour embarquer les autres. Et puis, la dernière chose sur la question de cet objectif, de ce projet commun, c'est qu'il faut s'assurer dans le temps qu'il ne bouge pas, plutôt qu'il ne bouge pas. En tout cas, le faire évoluer avec le contexte intérieur et le contexte extérieur. Voilà. Ce n'est pas quelque chose qui est figé. Quand je dis qu'il ne bouge pas, je voulais dire exactement, il ne doit pas être figé. Voilà. On peut faire une petite pause là, si tu veux. Hein. Puis après, je te redonne le mic. Très bien. Comme tu veux. Allez. Ouais, non. Isabelle, ça te parle, ce qui vient d'être dit. Vous avez un poste d'observation à la Fondation BNP Paribas. Vous êtes un pilier de l'écosystème quand même. Donc, tu as dû en voir passer quand même des démarches collectives. Et tu as des... Tout le monde est... très court, je dirais que je suis 100% d'accord avec ce qui s'est dit. Non, c'est vrai, c'est un très bon bilan. Et il faut faire pour, il faut agir, il faut être dans des logiques de KPI. Et puis, comme je l'ai un peu dit, il faut vraiment tirer parti de toutes les autres expériences. J'ai parlé de l'ascenseur, j'ai parlé de ce qu'on fait pour les réfugiés. Je peux peut-être citer un autre exemple qui vient d'une autre vie, qui est le Pass Culture, où on a réuni des gens qui étaient très différents les uns des autres, des petits, des gros, des moyens, des gaumons, des pâtés, des tout petits producteurs, des films d'auteurs, des gens qui avaient des métiers très différents les uns des autres dans tous les domaines de la culture. On a fait ce que tu connais bien, une app, parce qu'on a fait effectivement une démarche d'intelligence collective. On a été voir quelles étaient les demandes des jeunes et comment ils consommaient la culture et pourquoi il y avait si peu de jeunes qui rentraient et qui poussaient la porte des musées ou de l'Opéra de Paris. Et puis, ça a été exactement comme il l'a décrit en fait, c'est ça. Pas tous d'accord, parfois d'accord, un peu d'accord. Et puis, voilà, jalon après jalon, petit à petit, on a créé un outil qui est à mon avis merveilleux, qui a été un peu trop instrumentalisé par les politiques et on fait tout en ce moment pour faire en sorte que ce ne soit pas un objet politique, c'est un objet du bien commun qui permet à toute une génération d'avoir accès à la culture. Voilà. Et c'est un écosystème où chacun essaye d'y retrouver ses petits. C'est sûr que ce n'est pas évident pour un musée de se dire mais pourquoi l'argent il va là et pas chez moi, etc. C'est vraiment la même chose. C'est de l'intérêt général. Qu'est-ce que l'on veut pour les générations futures? Qu'est-ce qu'on veut pour les gens qui ont aujourd'hui entre 12 et 20 ans? Voilà, c'est vraiment tout simple. Alors, c'est sûr qu'il y a des gens qui grincent des dents. Je me rappelle le nombre de discussions compliquées que j'ai pu avoir avec le Syndéac, par exemple, avec des syndicats qui n'étaient pas forcément d'accord avec cette démarche. Il y a plein de gens qui n'aiment pas la modernité, il y a plein de gens qui n'aiment pas travailler en commun. Mais je trouve que c'est super utile de prendre exemple sur ceux qui ont fait ensemble. Je vous cite un autre exemple, mais je vais le faire de manière beaucoup plus courte. Il y a un truc où tout le monde disait que c'était impossible, c'est l'impôt à la source. Eh ben, moi, j'ai discuté avec les gens qui ont fait l'impôt à la source, et tu les connais sans doute, c'est aussi toute l'équipe de Beta.gouv, de les startups d'État, Henri Verdier, Pierre Piezzardi. Je cite leurs noms pour que vous puissiez regarder sur Internet tout ce qu'ils font, tout ce qu'ils ont pu écrire et publier. Ce sont des gens, pour moi, exemplaires pour notre écosystème, qui est loin, loin, loin de travailler comme ils travaillent aujourd'hui. Il y en a quelques-uns comme toi, voilà, on est peu nombreux, je trouve, dans le monde
des ONG, des associations et dans le monde des fondations à travailler comme le fait l'équipe de beta.gouv. Ils ont réussi à faire l'impôt à la source, ils ont réussi à faire France Connect, ils ont réussi à faire plein de trucs où tout le monde disait c'est pas possible. Voilà. Donc nous, pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à faire en sorte qu'il y ait plus de gamins qui aient accès aux études? Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à faire en sorte qu'il y ait un peu plus de mentorat? Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à faire en sorte qu'il y ait moins d'antisémitisme, moins de racisme? On a mis pourtant des millions d'euros dans les associations, dans les fondations. Il y a certainement des fonds privés, des fonds familiaux qui l'ont fait. Il y a l'État qui a mis beaucoup d'argent dans des programmes dont on peut quand même parfois douter de l'efficacité. Est-ce qu'il y a un jour quelqu'un qui se dit pourquoi tout ça n'a pas marché? Pourquoi on continue de faire toujours pareil? Voilà, donc c'est ma démarche et c'est pour ça que j'ai rejoint Join Forces et j'espère au sein de Join Forces qu'on pourra continuer aussi d'avoir ces réflexions. Oui, parce que la Fondation BNP Paribas a choisi de soutenir Join Forces, donc merci. Charles Benoît. Et là, pas de truc d'intello, hein, du concret, hein, vraiment. Hein, justement, mais je n'ai que 2h30 à résumer 19 ans. Oui. En fait, je parlais tout à l'heure de petites lanternes, et moi j'en vois 3 aujourd'hui. Dans un monde où on est plutôt à module d'obscurité, moi je vois 3 petites lanternes aujourd'hui. D'abord, la première, c'est celle qu'on entend. Parce que c'est très concret ce que j'entends. Et que ce soit Evolem ou BNP Paribas, bravo pour votre engagement. Et, chère Isabelle, on se connaît bien. Hein, et puis, tu connais mon attachement pour ta cause. Donc, forcément, quand tu décris... J'ai été 12 ans administrateur de la Fondation pour l'enfance aux côtés d'Anne-Emmanuel Giscard d'Estaing. Donc, quand j'entends Isabelle, je retrouve mon jeune temps. Je ne suis pas si vieux que ça. Et puis Benoît, merci, parce que c'est pas un hasard si notre première alliance que nous avons souhaitée, c'était avec les métiers du conseil en stratégie dès 2008. Et je rends hommage à Jean-Luc Placé, qui à l'époque était président Syntec, pour son courage de dire, mais en fait, si on n'associe pas l'ingénierie à tout ça, il peut y avoir toutes les belles initiatives comme Isabelle. En fait, il peut y avoir tous les beaux financeurs comme Evolem et BNP Paribas. On va perdre la capitalisation de tout ça. Et moi, quand j'entends Benoît nous donner de façon extrêmement simple, beaucoup plus simple que je suis capable de le faire, la méthode de co-construction, je me dis oui, il faut cette ingénierie-là. Et il le faut au niveau national et au niveau territorial. L'ingénierie de proximité est aussi importante que l'intelligence que l'on peut trouver dans les cabinets de conseil en stratégie. Je reviendrai là-dessus. Ça, c'est ma première bonne nouvelle. C'est que ça, c'est du concret, chers amis. On n'est pas en train de parler de théorie, peut-être que demain, il faudrait faire, c'est du concret. La deuxième bonne nouvelle, mais je ne sais pas si vous imaginez la rupture sociologique. Qu'un consultant en stratégie puisse commencer ses propos en revenant à la nature, c'est un élément déterminant. Pourquoi? Et ça, c'est la deuxième bonne nouvelle. C'est que la nature, elle est beaucoup plus intelligente que nous. Oui, la symbiose, elle existe depuis toujours. Le grand arbre, l'humus et le champignon savent très bien qu'ils sont à la fois concurrents et qu'ils ne peuvent pas vivre sans l'autre. Sinon, on est en steppe, et la steppe, c'est un désert. Le premier honneur que j'ai reçu au Sandiramo, c'était en 2009, lorsqu'un homme brillantissime, qui avait créé une association qui s'appelait Prioritaire, qui a été l'un des pionniers dans les dispositifs d'ingénierie territoriale, et notamment l'impôt, pardon, excusez-moi, c'est tout à fait anodin. L'information service pour l'environnement, d'accord, l'association qui avait créé ça, 30 ans de combat, qui a été détruite comme ça en une décision politique à l'époque. Mais avant de disparaître, heureusement, il avait eu la chance d'écrire un bouquin changer au XXIe siècle. Je vous invite à le faire, pas du tout par celui qui va la préfacer, parce que c'est moi, mais pour le bouquin qu'il a fait avant de disparaître, parce qu'une décision politique en un jour a décidé que finalement, il fallait plus d'associations en Auvergne-Rhône-Alpes. Ce qu'on vit aujourd'hui n'est juste que la suite de ce qu'on vit depuis 30 ans. Ce n'est pas nouveau. Simplement, c'est plus puissant, donc quelque part, on le voit plus. Mais objectivement, c'est un phénomène très long. Mais comme je devais préfacer le livre, vous imaginez bien que j'ai dû le lire. Et là, j'ai découvert un truc super intelligent. Les bonobos sont beaucoup plus intelligents que nous. Mais non, beaucoup plus intelligents. Parce que vous savez ce qu'ils font? Les bonobos en situation de handicap, ils sont au cœur de la tribu. Alors, pas du tout parce qu'ils seraient en solidarité. Jusqu'à preuve, on n'a pas démontré ça. En revanche, parce qu'ils ont compris
que les bonobos en situation de handicap développaient d'autres compétences qui étaient utiles à l'ensemble du groupe. Donc, ce n'est pas par solidarité qu'ils le font. C'est par fraternité, si on peut se permettre ce mot-là. Tu as des choses que je n'ai pas, j'ai des choses que tu n'as pas. C'est ça le sens de la coopération. Et ça, c'est la deuxième bonne nouvelle, c'est que la nature est plus importante que nous. On ne sait pas très bien si ce sont les rats, les termites ou les fourmis, parce que c'est un peu le débat aujourd'hui, qui nous remplaceront après, mais ayons pas l'arrogance de croire que l'humanité et la planète, c'est la même chose. Le vivant nous dépasse. Les pierres, c'est du vivant. L'air, c'est du vivant. La mer, c'est du vivant. Il y a un truc qui est sûr, c'est que si on ne fait pas alliance pour l'humanité, là, d'autres éléments de vivant risquent d'être beaucoup plus intelligents que nous pour rester après. C'est quoi la Et troisième? le troisième, j'y arrive. Mais j'y arrive, mais c'est le plus important pour moi. Il y a 6 personnes que je voudrais remercier. 4 qui sont là, 5 qui sont là, une qui n'est pas là. D'abord, jeunes hommes, bravo pour votre initiative. D'avoir suivi votre père dans cette logique-là, c'est remarquable. Si en 2022, pour le nouveau projet stratégique du Rameau qui s'appelle Hyposkésie 2050, vous allez apprendre un mot grec, Hyposkésie, ça veut dire promesse. 2050, notre programme, c'est Jeunes et Territoires 2050. Nous ne construirons pas l'avenir si on ne le fait pas avec vous et en proximité des territoires. Vous le direz, je crois que c'est une sœur, c'est ça? La sœur qui... ouais. Vous le direz à votre sœur que quelque part, toute mon admiration, et je pèse mes mots, sont dans le courage que vous avez d'essayer d'inventer en famille l'avenir de demain. Et madame, pardon, excusez-moi, je ne vous connaissais pas. Madame, bravo, parce qu'on sait toute la place, qu'une femme peut avoir à la fois dans la vie civile et dans la vie familiale. C'est le point commun, c'est ce qui permet d'allier l'ensemble de l'humanité. Et je vais vous dire, depuis 19 ans, bizarrement, 3/4 des pionnières que j'ai vues, 3/4 des pionniers sont plutôt des pionnières. C'est peut-être juste un hasard de calendrier, c'est peut-être juste un phénomène que je n'ai su voir que ça. En tous les cas, une chose est certaine, et je reviens à ce que tu as dit, Isabelle. Si on croit que d'un côté, il y a la société civile et de l'autre côté, il y a la famille, c'est qu'on n'a rien compris à ce que c'était que l'humanité. Ok. Quelqu'un veut réagir? Non, moi, je voulais juste réagir à une erreur d'analyse. Charles Benoît en fait rarement, mais là, il en a fait une. Il faut que je corrige. Oula, bah non, tu remets une tête dans la machine. Un Là. consultant parle de nature. C'est qu'un biologiste devienne consultant. Bien joué. Benoît, pendant que tu as le micro, il y a une chose qui m'a frappé quand on a travaillé ensemble sur les coalitions, c'est que tu m'as parlé des jeux personnels. Et tu m'as dit qu'on ne pouvait pas coopérer si on ne comprenait pas quels étaient les intérêts particuliers des gens qui coopéraient pour l'intérêt général. Est-ce que tu peux passer un petit peu de temps là-dessus? Et je vous demanderai de réagir tous sur cet aspect-là, parce qu'il me paraît crucial. C'est pas tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, la coopération? Non. En fait, le premier qui a parlé ce matin, c'est Kevin. Et il a dit avec des mots beaucoup plus simples, ce que je vais vous dire probablement avec des mots un peu plus compliqués. Mais ça m'a ravi. Voilà. Il se trouve que quand j'étais jeune consultant, c'est à peu près au siècle dernier, j'ai eu la chance de croiser un très grand monsieur qui s'appelait Jean-Christian Fauvet et qui a inventé une approche, c'est pas une méthode, c'est une approche qui s'appelle la sociodynamique. Je vous laisserai aller regarder si ça vous intéresse. C'est très simple, c'est passionnant. Et qui dit la chose suivante, qui dit il n'y a pas de jeu commun sans jeu personnel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce qui anime un individu, un être humain, alors là on parle des êtres humains, je n'irai pas plus loin dans le règne du vivant, ce qui anime un être humain, c'est son jeu personnel, c'est ce qu'il a envie de faire, c'est pourquoi il le fait. Et quelqu'un qui n'a pas de jeu personnel n'est pas vivant, et donc n'a pas d'énergie. Et il y a des maladies dans lesquelles on n'a pas de projet personnel, et donc on n'est pas vraiment vivant. Et donc l'idée, c'est la suivante, c'est que bien évidemment, pour qu'il y ait une coopération, il faut qu'il y ait un projet qui nous dépasse, c'est ce qu'on va appeler le jeu commun.
mais qu'il faut comprendre quel est le jeu personnel de chacun des protagonistes. Et en France, il y a un tabou qui est d'exprimer son jeu personnel. Je fais les choses pour la grandeur de la cause. C'est pas vrai. C'est juste pas vrai. Je prends toujours le même exemple, il est trivial, mais je pense que tout le monde l'a rencontré. Réfléchissez quand vous allez faire la vaisselle le soir, pourquoi vous la faites? Pas que pour le bien de l'environnement, de la famille. Vous avez forcément une raison. Avoir les mains au chaud, plus avoir besoin de parler avec les autres, être tranquille pour réfléchir, être remercié. Voilà. Tout le monde a voilà. Et c'est toujours vrai. Et donc la question du jeu personnel dans la construction d'un projet collectif, c'est de permettre à chacun d'exprimer son jeu personnel. Et ça se fait pas en collectif. Donc ça veut dire qu'il faut un tiers. Il faut un tiers qui va aller chercher ce jeu personnel auprès de chacun des acteurs et qui ensuite va le ramener dans le jeu commun. Et le jeu personnel, il faut le favoriser tant qu'il n'est pas antagoniste du jeu commun. Voilà. Et tout jeu personnel, il faut le nourrir. Donc il faut comprendre pourquoi les acteurs sont là. Et il faut la coopération, elle doit accompagner chaque personne dans son jeu personnel au profit du jeu commun. Voilà. Tu veux réagir là-dessus? Je vous vois hocher de la tête, donc là, allez-y. Oui, Ça vous parle? Merci. Oui, bien sûr, ouais, effectivement, la coopération n'est pas naturelle du tout. Les jeux personnels, oui, effectivement, il faut que ça rejoint un peu l'idée du besoin que j'évoquais aussi tout à l'heure, c'est enfin voilà, pourquoi je suis là et effectivement à quel besoin ça répond pour ma structure. Comme tu disais, ça doit forcément dépasser ce que je suis en capacité de faire tout seul. Hein, c'est comment le collectif peut apporter une réponse à ce qu'on ne peut pas faire tout seul. Moi, j'aime bien l'idée du puzzle dans un collectif. Chacun arrive avec un bout de l'histoire. On connaît l'histoire, chacun de son point de vue, de sa hauteur. Et voilà, donc c'est intéressant pour avoir une vision exhaustive des sujets qu'on traite dans le collectif, d'avoir cette mixité avec chacun un bout de l'histoire, une vision un peu différente. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a des cultures différentes. S'il y a de la mixité, on a des enjeux différents. Et donc, il faut arriver à dépasser tout ça, et c'est ça qui n'est pas naturel du tout. Ça nécessite de la transparence, ça nécessite de la confiance, et aussi, je pense, un travail peut-être dès le départ autour de l'interconnaissance, parce que si on ne connaît pas bien les autres, ça rejoint ce que tu disais, ça peut pas fonctionner, quoi. On ne peut pas produire ensemble si on n'a pas une bonne connaissance des gens qui sont autour de la table. Et peut-être une dernière chose par extension, mais ça, vous l'avez abordé tout à l'heure, la question de la capitalisation qui est essentielle et qui pour moi doit être pensée dès le départ en fait du projet. On a parlé de méthodologie qui est essentielle aussi. Collectif Orientation travaille avec Cyril Tassard, c'est très structurant. Nous, on a travaillé avec lui aussi sur un autre projet, c'est comment j'organise ce collectif, une fois que je connais bien tout le monde, qu'est-ce qu'on va produire pour répondre à quels besoins. Et effectivement, dès le départ, c'est comment j'organise la suite, c'est-à-dire la diffusion de ce savoir. Parce que, bon, ça nourrit les gens, effectivement, qui sont dans le collectif, donc c'est super, mais je trouve que l'ambition, ce qui est vraiment chouette, c'est d'élargir le cercle. Hein, vous parliez d'escargot tout à l'heure, c'est comment j'élargis le cercle petit à petit pour nourrir tout un écosystème et faire en sorte que les enseignements et les clés de réussite qui ont été identifiés au sein d'un collectif puissent nourrir, effectivement, plus largement un cercle plus large. Elisabeth, tu veux réagir? Oui, oui, parce que, alors, si on part de ce qu'a dit Benoît, c'est vrai qu'au début de collectif, on n'avait absolument rien d'attractif. Puisque quand on prend enfin, rien d'attractif. Quand on prend je vais modérer. Je vais modérer mes propos tout de suite, ne vous emballez pas. C'est que, on n'allait pas, enfin, on n'avait pas démultiplié nos actions en rentrant dans ce collectif. Or, quand on est une association, la première chose qu'on a envie de faire, c'est de multiplier ses actions, parce qu'on nous le demande. Donc, déjà, quand on s'est mis ensemble, on a été clair, ce n'était pas pour démultiplier ses actions. Pour les entreprises, ce n'était pas faire du chiffre d'affaires. On commençait mal, parce que l'intérêt individuel, voilà. Et puis, deuxième chose extrêmement importante, et notamment pour les associations, c'est qu'on a dit, ici, il n'y a pas d'argent. Alors, on aurait très bien pu très vite exploser en vol, c'est-à-dire les 8 auraient bien eu très vite dire
Bon, bah, salut, hein, parce qu'en fait, c'est ça, c'est le nerf de la guerre. Et nous, si on vient faire ensemble, ça va nous demander du temps. Et si en plus, on ne gagne pas un rond, on ne vient pas. Donc, on est quand même parti sur des bases qui n'étaient pas gagnées d'avance sur l'intérêt individuel. Hein. Loin s'en faut. En plus, on était des membres, effectivement, on l'a dit tout à l'heure, de nature différente, et des opérateurs. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ensemble? Mais par contre, dans la suite de ce qu'on a mis en place, puisque aujourd'hui, hein, on a déjà défini notre raison d'être. Déjà, ça a été notre premier travail, ça. Et ça, on y a passé 2 mois. Vous imaginez 2 mois. Alors qu'on était du même écosystème. Hein. Tous les mots comptaient. Moi, j'aime bien celui-là et moi, je préfère pas celui-là. Et si tu dis ça, ça veut dire ça. Là, on a vécu les premiers, la vie ensemble. Voilà, déjà complexe. Et puis, donc la raison d'être, c'est de faire mieux ensemble pour l'orientation. Puis après, une fois qu'on s'est dit ça, on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien oui, enfin, d'accord, mais on fait quoi ensemble? Donc, on a appris à se connaître. Et là, je pense qu'il y a une chose qui est importante aussi, c'est 1, des valeurs communes. 2, de la confiance. On a appris à se connaître et à se faire confiance. On ne se connaissait pas tous, hein, à se faire confiance. Et 3, et là on revient aux intérêts individuels, c'est de se dire pourquoi vous venez pourquoi vous êtes venus dans le collectif quand même pour vous-même. On a essayé d'être clair avec ça. Et d'ailleurs, dans le processus d'ouverture du collectif, on a un process de candidature où on demande aux candidats pour rentrer dans le collectif pourquoi vous venez en fait. Qu'est-ce qui vous intéresse? Et à chaque fois qu'on réfléchit, qu'on fait des actions, qu'on travaille ensemble sur des actions concrètes, à chaque fois, on se pose la question de se dire, est-ce que tout le monde va y trouver son compte? Donc ça, par contre, c'est important pour nous de le faire, hein, parce que je pense qu'effectivement, c'est aussi comme ça que ça tient. Et que maintenant, moi, je peux le dire au bout de 3-4 ans, même si au départ, le deal, pas d'argent, OK, pas de multiplication d'actions, OK. Moi, on s'est tous dit, là, on s'est super enrichi. Parce qu'on a appris beaucoup des autres. C'est pas naïf de dire ça, j'ai passé l'âge d'être naïve, malheureusement d'ailleurs. Mais on a appris vraiment des uns des autres. Et puis, comme on était de nature différente, on a appris on s'est enrichi des uns des autres de méthodes. Donc ça a été fabuleux. Et puis, on a travaillé sur des choses qui nous dépassent. C'est-à-dire qu'on s'est rendu compte que, par exemple, faire du plaidoyer, une structure qui fait du plaidoyer, autant vous dire qu'elle crie toute seule dans la forêt. 2, 3, 4 qui crient la même chose, ça commence à être intéressant. 19 qui crient la même chose, ça commence à devenir un peu audible. Donc ça, c'est important. La deuxième chose, c'est alors je parle pour l'orientation, il y a beaucoup d'acteurs. Donc déjà de se connaître et de se dire, moi je ne vais pas lancer cette nouvelle activité que je trouvais moi dans mon écosystème génial. Il y a un tel qui le fait à côté. Pourquoi je vais le faire? Si un tel le fait bien, je ne vais pas le faire. Je vais collaborer avec lui, donc mutualiser. Et puis aussi des choses, là on va faire une étude sur les heures dédiées à l'orientation hein, pour les techniciens, hein, donc ce qui doit être mis dans les établissements. Ça nous dépasse. On est tous face à ce même problème. On s'est dit tous, ça nous heurte tous en termes de problème parce qu'on ne peut pas mettre d'autres dispositifs dans les établissements scolaires. Mais qu'est-ce qu'on fait avec ça? Et là, on va travailler avec le principal syndicat des chefs d'établissement sur comment on fait pour comprendre comment ces heures dédiées. On a travaillé avec le MEDEF sur les périodes d'immersion, à se poser des questions sur pourquoi on fait ces stages de 3e, de seconde, au fait, à quoi ça sert, et comment on peut mieux collaborer. Et voilà, l'idée, c'est que par rapport à ce que tu disais sur l'intérêt individuel, etc., au bout du compte, au début, ce n'était pas gagné sur l'intérêt individuel, mais maintenant, on est tous à se dire, on y a tous gagné, et je pense que c'est aussi pour ça qu'on est là, toujours là, au bout de 3-4 ans, et qu'on en a d'autres qui nous rejoignent. Merci. Ouais, Benoît, vas-y. Je veux juste réagir sur une chose que vous avez dit, Julie et Isabelle, toutes les deux, qui est la question du lien. C'est-à-dire que dans une coopération, il y a d'abord la création de liens. Et une fois que je dis ça, pourquoi je dis ça? C'est que je pense que la coopération, ça ne se crée pas en digital. C'est comme ça. Il y a besoin de se voir, de se toucher, de boire des coups ensemble, de s'engueuler ensemble. Après, ça peut s'entretenir en digital. Mais ça ne se crée pas en digital. En tout cas, moi, je n'ai jamais réussi. Mais complètement. D'ailleurs, alors moi là, c'est idyllique hein, ce que je vous ai dit. Il nous arrive de nous écharper, il nous arrive de ne pas être d'accord. Il y a une chose aussi qui est importante, moi, c'est qu'on s'écoute aussi, parce que nos structures, elles ne sont pas toujours au beau fixe.
On traverse tous des difficultés à des moments différents. Et par contre, ce qu'on s'est tous dit, c'est qu'on s'entraide. C'est-à-dire que s'il y en a un qui est moins présent parce que dans sa structure, c'est compliqué, on l'écoute et on ne dit pas « Ouais, bon sang, il n'est pas aux réunions, il ne s'implique pas. Ah non, vraiment, alors là, franchement, hein, alors on avait dit qu'on ferait collectif. Bon, ok, merci bien. Nous, on ne veut pas porter le boulot pour les autres, hein, parce que alors ça, c'est du classique. Hein. Ouais, les autres, ils ne font pas, et nous, on est toujours en réunion. Et ok, on est dans un débat, voilà. Là, on s'est dit, bon, quand il y en a un qui n'est pas là, c'est qu'il a de bonnes raisons d'être pas là, partons de ce principe-là, et que voilà. Un petit dernier round, vas-y Charles Benoît, si tu veux. Je vous rappelle le titre de la plénière, c'est Les autres nerfs de la guerre. Oui, Par l'argent. Et on est complètement dans la plénière. Hein. J'ai bien compris. Vous voulez une preuve que la sagesse vient de la jeunesse? Pourquoi il faut construire avec les jeunes? Ce que vous avez dit, jeune homme, avant la plénière, quand on discutait ensemble, c'est il faut commencer par écouter. On vient d'avoir 3 témoignages qui, à mon avis, résument tout. D'abord, l'importance pour marcher d'articuler le genou. Le je et le nous. Et pour qu'on puisse faire articuler le genou, c'est un philosophe qui a formé Patrick Longchamp, qui fait les podcasts Comment vas-tu bien la planète, qui nous l'a fait, et je la trouve géniale. Depuis que j'utilise, et moi aussi, je rends à César ce qui appartient à César, et à Patrick Longchamp ce qui appartient à Patrick Longchamp. Donc, d'accord. Et vous voyez bien que quand on dit que pour marcher, il faut le je et le nous, il faut que le je et le nous, ça soit différent. C'est ça le sens de l'intérêt général. Si c'est de l'entre-soi, ce n'est pas du genou. D'accord, c'est du je, comme Subo. C'est pour ça que le territoire est important, parce que c'est l'intérêt général à portée de main, là où je peux agir, là où je peux finalement prendre le risque de l'autre différent, là où je peux expérimenter quelque chose de différent. Ça, c'est la première sagesse. Et là encore, je ne sais pas si c'est le consultant ou la formation de biologiste qui parle, mais en tous les cas, ou sans doute le mariage entre les deux, l'alliage entre les deux, mais en tous les cas, je suis parfaitement d'accord avec toi. Isabelle, bien sûr que ce que tu dis est tout à fait juste. Je voudrais juste que vous ayez bien conscience que vous voyez là le Teddy Riner de l'Alliance. Si. Non, si. Je pense qu'il faut qu'on ait conscience qu'on est plutôt ici à l'INSEP, d'accord, que dans une formation de base sur la question des alliances. Et c'est important que nous le conscientisions. Parce qu'on ne forme pas de la même façon les champions olympiques et les joueurs d'un club de sport local. Ça ne s'oppose pas, mais si on va avec ce qu'on entend là, voir ceux qui ne savent pas encore, ça ne va pas les attirer, ça va les repousser. Parce qu'ils vont dire, oui, on est tous... Moi, quand je regarde Teddy Riner, mon fils a fait 12 ans de judo. Quand je regarde Teddy Riner, je dis, ah, c'est génial, jamais je serais capable de faire le moindre truc. Donc, jamais je ferai du judo. Quelque part, ce sont des étoiles qui nous éclairent, mais il ne faut pas se tromper qu'il faut aider à faire le premier pas pour aider à monter et dire, c'est pour vous aussi. Et ça, c'est un élément qui est déterminant. Si nous croyons que c'est simplement en montrant que nous pouvons être champions olympiques, que nous allons faire en sorte que tout le monde va croire que c'est pour lui, parce que oui, c'est pour lui, je vous invite à regarder les résultats de la première étude d'impact de l'OD17 à l'échelle d'une planète, d'accord ? Elle est en France, entre 2018 et 2022. Et tout le monde est convaincu, sauf que c'est la crainte de passer à l'acte qui est derrière. Donc, il faut les étoiles. Et merci de tenter l'aventure. Parce qu'effectivement, si on n'a pas d'athlète olympique, quelque part, ça ne donne pas envie. Mais de l'autre côté, il faut aller chercher, il faut être les verts. Et c'est là où la question de numérique et territoire est importante. Comment en proximité, on est proche des acteurs. D'où l'émergence depuis 10 ans, il a fêté ce réseau il y a 10 ans, des réseaux des catalyseurs territoriaux. Les 350 organisations qui concrètement font les liens, associations, entreprises et collectivités. Et il ne faut pas opposer numérique et territoire. Il faut les articuler, là encore, comme les deux jambes, comme le je et le nous. Et merci, madame, pour ce que vous avez dit sur la capitalisation. Parce que nous, c'est notre sujet depuis 19 ans. Quand on a dit à nos partenaires qu'on rentrait sur des processus de 7 ans de recherche et de 10 ans pour avoir les résultats, on nous a dit, mais vous êtes complètement malades.
Et encore c'était en 2006. Hein. Aujourd'hui, je ne vous dis pas ce que ça nous dirait. On dirait même pas qu'on est malade, on dit qu'on vivrait sur notre planète. Peut-être que nous, on est déjà sur Mars. Mais quelque part, ça, c'est autre chose. Alors, comment on a fait concrètement? D'abord, il faut outiller concrètement les territoires. La charte d'engagement réciproque du Faire Alliance que nous avons signée avec la ministre de la Jeunesse en 2023 lorsque nous avons lancé la plateforme Trajectoire socio-économique avec la JABVA, avec ses services, et que nous avons signé dans la foulée avec, au Salon des maires, avec l'ANPP Territoire de Projet, les associations d'élus des territoires ruraux. La semaine dernière, nous avons fait le kit pratique Réussir ensemble les transitions. C'est juste 5 ans de retour d'expérience sur 80 territoires. Pardon, je parle un peu d'argent. 5 millions d'euros quand même. 5 millions d'ingénierie territoriale qui montrent à quel point c'est rentable de croire que l'autonomie des territoires n'est pas un coût, mais une valeur ajoutée. C'est rentable de croire que nos petits et moyens territoires ne sont pas des pauvres petits territoires sans défense, mais le lieu où on construit l'avenir. C'est rentable, et c'est aussi économiquement rentable, il faut le dire. Même si on est le pire des pires pour le faire que ça, il faut le faire. Mais il faut le prouver. Donc il faut que la recherche soit là. Et c'est pour ça qu'on travaille avec l'Institut pour la recherche et la Caisse des dépôts. C'est pour ça que économie et territoire, ODD 17, économie et territoire, ODD 17, quelle trajectoire territoriale, ça c'est du sérieux. C'est des acteurs académiques qui vous parlent. Puis le dernier point, et là merci madame, il faut capitaliser. Et là je remercie nos amis d'AG2R Mondial d'avoir pris, après 10 ans, d'accord, on a créé ce kit guide pratique, l'investissement sociétal en action, et comme personne n'a jamais le temps de rien, parce qu'aujourd'hui c'est notre malheur, eh ben, on regarde la page 119, il y a une vision systémique, et c'est 10 ans de boulot et 12 millions d'euros d'investissement qui sont résumés en une page. Alors oui, il faut capitaliser, parce que je vous rappelle juste une chose, c'est que si Fleming a inventé la pénicilline et qu'il n'a pas son cahier de recherche, ça ne sert à rien. Il peut avoir inventé la pénicilline, il peut avoir un tube à essai. Pourquoi? Parce que le changement d'échelle, ce n'est pas une démultiplication d'un tube à essai, c'est quand l'industrie pharmaceutique comprend qu'il y a quelque chose qui se passe. Et nous avons un exemple en France exceptionnel, grâce à vous, grâce à moi, grâce à nous tous. Il y a 70 ans, il y a des familles qui ont dit « nous ne sauverons pas nos enfants, ils vont mourir, nous ne serons pas capables de les sauver. Mais en revanche, on va se battre pour faire en sorte que les familles d'après, eh bien, ils ne voient pas leurs enfants mourir. » Tout le monde a explosé de rire, sauf les Français, qui ont mis chaque année 10 euros, 15 euros pour le Téléthon. On l'a la semaine dernière fait la fête, 94 millions l'année dernière encore. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui nous a permis de sortir de la Covid? Est-ce que vous croyez que c'est les milliards qu'on a mis? C'est les 2,8 milliards d'euros de R&D qui avaient été faits depuis 30 ans sur une piste thérapeutique qui n'intéressait personne parce qu'elle n'était pas bankable. Ben c'est grâce à l'FM Téléthon, et ce n'est pas moi qui le dis, ce n'est pas eux qui le disent, ce sont les chercheurs américains qui, quand ils ont voulu trouver grâce à qui nous étions leaders des biothérapies génétiques et cellulaires, ça se trouvait quelque part en France, ils ont été voir l'INSERM et CNRS, ils ont dit mais non, c'est pas nous. Ceux qui nous ont financés, ceux qui nous ont cru, ce sont des parents et des familles. Oui, l'intérêt général sauvera le monde. Merci Charles Benoît. Charles Benoît, président. On en reste là. Ce que je veux vous dire juste, c'est que tout ce qu'a dit Charles Benoît, en fait, les ressources, on va les poster, on va les partager. Et moi, j'ai passé 5 heures avec Charles Benoît et son équipe à me faire transmettre toutes ces méthodologies. Voilà. Et je ne regrette pas d'avoir fait. Et surtout, on va s'en servir. Voilà. Donc, on parlait des bâtisseurs de cathédrales. Donc, pour nous, on va. Voilà. Merci à vous. Merci. Peut-être non. Juste une dernière. Benoît, je crois qu'on avait un truc à annoncer aussi. Mais on pourra le faire à un autre moment. Ouais, c'est un scoop aussi. Hein. Ouais. J'en ai pour 1 minute. Dans la poursuite de la communauté dont j'ai parlé tout à l'heure sur la coopération, on a eu l'idée que j'ai proposée à Fred et donc à Joint Forces de lancer une étude sur la question des enjeux des coalitions, d'action. Voilà. Donc on va se lancer à partir de ce soir, tout à l'heure. Et pour une fois, on va faire un truc que Fred n'aime pas, on va aller lentement. Ouais. Et j'ai dit oui. Ouais. Merci beaucoup. Merci.